Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un bien en lecture vu que j'ai lu mes 4 livres. Alors, pour ces 4 livres, donc j'ai commencé par lire le livre Un hiver pour te résister de Morgane Maucomble aux éditions Hugo Roman. Voilà, donc c'est le tome 2 de sa saga des saisons. Donc là, on est avec Lily, qui est une grande patineuse artistique. Malheureusement pour elle, elle va subir une déconvenue, vu que son partenaire de patinage va avoir un accident. Donc malheureusement, elle va se retrouver sans partenaire au moment où elle doit normalement passer une grande compétition des mondiaux. Et comme elle veut la médaille d'or, elle est un peu embêtée par rapport à ça, mais heureusement, les choses vont à peu près s'arranger, vu qu'il y a un entraîneur qui va la remarquer et qu'il va lui proposer d'avoir un autre partenaire, et pas des moindres, vu qu'elle va avoir comme partenaire Orion Williams, qui est un très grand patineur artistique qui malheureusement a arrêté depuis quelques années parce qu'on dit qu'il est un patineur maudit. Voilà, parce que ces différentes partenaires ont tous eu des petits accidents plus ou moins graves, et du coup il n'y a plus aucune partenaire qui veut patiner avec lui. Donc, ils vont être un peu forcés de patiner ensemble, ce qui ne va pas très bien convenir à Orion, vu qu'on va vite comprendre qu'il a très très peur qu'il arrive quelque chose à Lily. Euh, donc, du coup, pardon, excusez-moi pour ma voix, hein, mais voilà, j'ai un petit chat dans la gorge. Donc, du coup, l'entraîneur d'Orion va tout simplement proposer aux deux patineurs, pour que les choses soient un tout petit peu plus fluides entre eux, de tout simplement vivre ensemble. Voilà. Donc c'est Lily qui va venir vivre chez Orion, et ils vont devoir cohabiter un peu forcés. Orion n'est pas très très chaud pour cela, mais il n'a pas trop le choix, vu que leur objectif, enfin surtout l'objectif de Lily, c'est de viser la médaille d'or. Orion va essayer de lui mettre des bâtons dans les roues en essayant de la dégoûter de patiner avec lui, sauf que ce qu'il ne sait pas, c'est que Lily est quelqu'un de déterminé, de déterminée, de très courageuse, et qu'elle ne va pas lâcher le morceau si facilement. Du coup, il ne va pas avoir le choix que de patiner avec elle et d'aller jusqu'au bout. Mais bien évidemment, vous vous en doutez bien, il va se passer certaines choses qui malheureusement vont euh, un peu les mettre à mal durant toute cette compétition. Mais on sent qu'il va y avoir une petite relation qui va se nouer entre eux deux, et qui va faire qu'ils vont un petit peu mieux patiner qu'au départ. Et on va suivre donc cette relation qui va évoluer avec tous les petits inconvénients qu'il y a dans le patinage artistique, vu que là, ils veulent vraiment aller jusqu'aux mondiaux, c'est-à-dire des entraînements intensifs, toute la journée, hein, et puis il y a bien évidemment des jalousies, de la concurrence, voilà. Donc on va suivre, nous, toute cette petite aventure avec ses hauts et ses bas, et on va suivre nos deux personnages qui ont été des très bons personnages. J'ai vraiment aimé tout l'univers, surtout que là on est vraiment dans l'univers du patinage artistique, univers que je ne connaissais pas, que j'ai appris à connaître. J'ai vraiment beaucoup aimé, surtout nos deux personnages de Lily et d'Orion, qui ont chacun des petites blessures, et tous les deux vont devoir s'apprivoiser
Ils vont, devoir, s'accommoder l'un de l'autre, ce qui ne va pas être, évident. Voilà et ça a été, vraiment, une très bonne histoire. Donc je vous le conseille si vous avez lu Un automne, pour te pardonner, et que vous avez bien aimé, je vous conseille très fortement donc Un hiver pour te résister. Alors on n'est pas du tout pareil qu'Un automne pour te pardonner, hein. Un automne pour te pardonner, c'est un peu, c'est comment dire? Il y a une petite enquête, policière, si on peut dire ça comme ça. Là, c'est pas du tout, le même, bah, déjà le même univers vu que c'est, l'univers du patinage artistique. On n'a pas du tout les mêmes personnages, le même, la même façon d'être, enfin bref. Il y a c'est tout autre chose, mais c'est ce qui est, vraiment, très intéressant avec Morgane Maucomble. On sent qu'elle s'est vraiment documentée sur le patinage artistique et sur, comment dire? Tout ce qu'il faut pour, vraiment bien patiner, la concurrence qu'il y a, voilà, tout l'entraînement, qui est, compliqué, qui est dur, surtout pour des sportifs. C'est vraiment très intensif, voilà et puis cette, comment dire? Cette histoire d'amour qui va naître entre nos 2 personnages, qui ne va pas être évident et puis on va comment dire? C'est vraiment très intéressant parce qu'elle, comment dire? Le personnage d'Orion, on sent qu'il a, on va vite comprendre pourquoi est-ce qu'il est maudit, pourquoi tout le monde pense, qu'il ne faut pas patiner avec lui. On comprend ses fêlures, et c'est ça qui est vraiment, très intéressant par rapport à lui. Même par rapport à Lily, hein, elle a un fort caractère, elle sait ce qu'elle veut, elle ne veut absolument pas, perdre par rapport à cette compétition qui est très importante pour elle. Voilà et ça a été vraiment, un vrai bonheur de lire, cette seconde histoire. Donc voilà, donc Morgane Moncomble, Un hiver pour te résister aux éditions Hugo Roman. Ensuite, je suis partie sur toute autre chose, vu que j'ai lu le livre de Ragnar Jonasson et de Catherine Jacobsdottir, Reykjavik, aux éditions de La Martinière. Alors, dans cette histoire, donc nous sommes en Islande, à Reykjavik. Nous allons, comment dire, suivre une histoire, mais à des époques différentes. Nous allons suivre une jeune fille, tout d'abord, on est en 1956. On va suivre une jeune fille qui va travailler pas loin de Reykjavik. Donc, alors attendez, que je vous fasse voir. On va faire les choses dans l'ordre. Alors, hop, voilà. Donc là, vous avez la carte, hein, et vous avez donc... alors attendez, est-ce que c'est... Non, c'est pas Reykjavik. Alors attendez. Hop, parce qu'il y a deux cas, voilà. Là, c'est mieux. Donc, vous avez Reykjavik qui se trouve ici. Là, vous le voyez, c'est marqué Reykjavik. Et en fait, cette jeune fille a disparu sur cette petite île-là, qui se trouve pas très très loin de Reykjavik. Voilà. Donc elle va travailler sur cette petite île où il n'y a quasiment plus rien. Il y a une église, une école, une demeure coloniale et une ferme. On va suivre les personnages qui habitent dans la ferme, il me semble. Voilà, qui sont des personnes très influentes qui ont voulu vivre sur cette petite île perdue. Ils ont voulu comment dire, engager donc cette jeune fille qui a disparu, comme, femme de ménage, femme à tout faire, voilà. Donc elle fait le ménage, elle fait les courses, elle aide, ces gens dans cette demeure. Et un jour, donc cette, jeune fille va, vouloir arrêter de travailler pour ces personnes et elle va partir. Sauf que, on ne va jamais la retrouver. Ses parents vont s'inquiéter, ils vont appeler la police va débarquer sur l'île et un enquêteur donc va essayer de comprendre ce qui a bien pu se passer et comment cette jeune fille, qui est partie avec tous ses bagages a pu complètement disparaître comme ça.
Plusieurs années, malheureusement vont passer. L'enquêteur qui dirigeait cette enquête, bah, lui, va, malheureusement vieillir. Il ne va jamais, réussir à, comprendre ce qui a bien pu se passer et c'est un journaliste, plusieurs décennies plus tard, qui va, vouloir, comprendre ce qui a bien pu se passer parce que lui, en 1956, il était tout jeune et cette histoire de l'histoire de cette jeune fille, qui a disparu, a comment dire? A défrayé la chronique, pendant toutes ces années-là et en fait ce jeune journaliste a vécu avec, cette disparition-là et il s'est toujours posé la question de savoir qu'est-ce qui était arrivé. Du coup, maintenant qu'il est adulte et qu'il est, journaliste, il va, vouloir, tout simplement enquêter donc sur cette fameuse disparition. Donc il va enquêter, il va poser des questions, il va interroger donc l'inspecteur qui était en charge de l'enquête et il va vite comprendre que l'enquête a été un petit peu mal menée. Donc il va vouloir enquêter de son côté, qui ne va pas, du tout plaire parce que, alors les 2 personnes qui vivaient, dans cette, ferme, étaient des personnes très influentes, vu que l'homme était un avocat, sa femme, elle était, elle était quoi? Je crois qu'elle était au foyer, enfin bref, elle restait je pense à la maison, elle travaillait pas. Donc lui, comme c'était un avocat très, très influent, il a voulu, que cette affaire, soit un peu enterrée. Voilà. Ce qui va mettre vraiment la puce à l'oreille, à ce journaliste, surtout qu'au moment où il essaye, d'enquêter sur cette fameuse, disparition, c'est, le bicentenaire, de Reykjavik, donc de l'Islande et donc on attend, de pied ferme le jour, du bicentenaire, la venue de, alors si je ne me trompe pas, heu alors attendez, que je me trompe pas de personne, de Reagan, je crois, et de Gorbatchev. Si je ne me trompe pas. Si je ne dis pas de bêtises, ça doit être ça. Alors attendez, hein, je regarde, parce que ça fait un moment que j'ai lu le livre, donc j'essaie de voir si c'est bien ça, ou si je me trompe carrément de... Alors, est-ce que c'est ça ou est-ce qu'il le dit? Enfin, je sais même pas s'il le dit en fait. Il le dit à un moment dans le livre, mais je ne sais absolument plus si c'est vraiment ça ou pas. Attendez, hein, il va peut-être le dire là. Ta, 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 ta. Oui, c'est ça. C'est Reagan et Gorbatchev, donc le président de la Russie et le président des États-Unis, qui pour ce bicentenaire vont venir à Reykjavik. Donc du coup, c'est un événement vraiment très intéressant pour l'Islande et du coup tout est préparé pour suivre ce fameux bicentenaire avec ces 2 personnalités qui vont débarquer en Islande. Et donc vous imaginez bien, les questions que ce journaliste va poser va vraiment beaucoup déranger, mais à un moment donné, on va comprendre vraiment ce qu'il s'est passé et ce qu'est devenu cette jeune fille il y a plus de 30 ans. Voilà. Donc ça a été une bonne histoire, même si je trouve que c'est raconté vraiment d'une façon très très lente, même si les personnages sont très intéressants. La révélation finale m'a beaucoup surprise. Je ne m'attendais absolument pas à ça. Ça a été une bonne découverte pour moi. La plume des deux... Donc là, c'est l'auteur célèbre Ragnar Jonasson. Et donc, c'est la première ministre, si je ne me... Voilà, c'est ça. La première ministre de l'Islande, donc Catherine
Dottir, qui a voulu donc écrire avec Ragnar Jonasson, vu qu'ils sont très amis. C'est Ragnar Jonasson qui lui a parlé de ce projet et en fait elle a voulu écrire avec lui en fait, écrire ce livre avec lui et ça a donné donc cette histoire-là qui était euh, bien. J'aurais voulu un petit peu plus d'action quand même parce que c'est raconté d'une façon très lente, il se passe pas grand chose, il y a vraiment qu'à la fin, quand quand le brouillard se désépaissit, qu'on comprend qui a été responsable de la disparition de cette jeune fille et ce qu'il s'est réellement passé ce jour de 1956. Voilà. Donc si vous avez envie de lire un Ragnar Jonasson, n'hésitez pas, donc Reykjavik aux éditions de La Martinière. Ensuite, donc je suis partie sur toute autre chose. Je suis partie dans de l'historique, vu que j'ai lu le livre de J.R. dos Santos Spinoza, L'homme qui a tué Dieu aux éditions Hervé Chopin. Alors, donc c'est une moitié de bibliographie, j'ai envie de vous dire, vu que l'auteur va nous parler de la vie de Spinoza. Donc Spinoza est un jeune homme. On est en 1640 à Amsterdam. Spinoza habite à Amsterdam. Spinoza est de confession juive, donc il va à la synagogue, donc avec toute sa famille. Et un jour, dans cette synagogue, il va voir un homme qui est excommunié, se faire flageller dans la synagogue où Spinoza est. Ça va marquer la vie de Spinoza à vie, donc, parce qu'il va se poser beaucoup de questions par rapport à cette excommunication et il va aussi se poser beaucoup de questions par rapport au châtiment que cet homme excommunié va subir pour pour revenir dans sa communauté. Et voilà. Et donc on comprend que Spinoza est un enfant qui est très très intelligent et qui se pose des questions qu'un enfant de son âge normalement ne devrait pas se poser. Et il pose des questions vraiment très pertinentes par rapport à son âge. Il va en parler à ses professeurs, il va en parler à sa famille. Voilà, et malheureusement, ces questions vont le tourmenter toute sa vie. Donc ces questions, c'est des questions religieuses. Est-ce que Dieu existe ou pas? Est-ce que les écritures de la Bible sont vraies ou pas? Voilà, c'est toutes des questions d'ordre religieux qu'il se pose. Et donc il va faire, au fur et à mesure, donc quand il va grandir, hein, il va faire partie d'un groupe qui se pose exactement les mêmes questions que lui. Et mais lui, ces questions-là, il va, les écrire sur le papier. Il va, écrire ses pensées donc sur le papier, ce qui va créer des livres en fait. Il va tout simplement faire éditer donc ses pensées en livres et ce qui va faire qu'il va se faire mal voir par rapport à sa communauté. Donc il va lui-même être excommunié et il va se passer d'autres choses, hein. Donc on suit dans ce livre-là donc toute sa vie de 1640 donc jusqu'à sa mort. Voilà. Et ça a été un livre assez intéressant. J.R. dos Santos nous parle beaucoup de philosophie. Alors, c'est de la philosophie qui est assez abordable, même si des fois il y a vraiment les pensées de Spinoza sont assez, difficiles à comprendre. J.R. dos Santos nous les explique il essaye de nous expliquer assez simplement les pensées de Spinoza, même s'il y a eu des moments où j'ai un peu, été, il a eu, l'auteur m'a fait décrocher un peu, pardon, je vais y arriver, de ma lecture,
parce que, il fallait aussi comment dire? Qu'il explique, ce que Spinoza pensait, les discussions qu'il avait, avec, des personnes, des philosophes, avec des mathématiciens, des scientifiques, voilà. Du coup, il y a certaines pensées de Spinoza qui sont assez compliquées à comprendre et d'autres pensées qu'il a essayé de simplifier pour qu'on puisse comprendre, où Spinoza voulait en venir, en fait. Voilà, et donc on va suivre, la vie de ce grand homme, qui a fait des écrits, vraiment, très intéressants. Voilà. Donc si, vous êtes fan, de l'auteur, donc de Gier dos Santos, et si vous voulez, en savoir un petit peu plus sur Spinoza, n'hésitez pas parce que, ce livre est quand même, relativement intéressant. Moi, ce qui m'a intéressé vraiment, c'est la vie de Spinoza. Après, les pensées philosophiques que Spinoza a, hem, c'est soit on comprend, soit on comprend pas, mais voilà. Après, il se passe bien d'autres choses dans la vie, de Spinoza. Il va y avoir aussi, la peste qui va s'installer, à Amsterdam. Voilà, il va perdre plusieurs membres de sa famille. On va, rencontrer, toutes les personnes, toutes les connaissances qu'il a eues, les personnes qu'il a connues, durant sa vie, qui l'ont aidé, donc à partir, de sa ville natale et puis, il a dû, malheureusement, quitter sa communauté vu qu'il était excommunié. Donc il a, voyagé un petit peu partout, en Hollande, si je me trompe pas. Parce qu'Amsterdam, c'est l'Hollande. C'est la Hollande. Si je dis pas de bêtises, hein. C'est possible, hein, parce que moi, la géographie, faut aller se coucher tôt pour que je sache, où et quoi, voilà. Mais voilà, donc on suit la vie de Spinoza, qui a été, un grand philosophe, qui a écrit de grandes choses, qui a été, connu et reconnu et voilà. Donc c'est Gier dos Santos qui va nous raconter toutes ces péripéties. Donc Spinoza, l'homme qui a tué Dieu de, Hervé Chopin. Ensuite et pour finir, donc j'ai lu le 7e tome de Millennium, La fille dans les serres de l'aigle de Karine Smirnov aux éditions Actes Sud dans leur collection Actes Noirs. Donc, nous allons retrouver dans ce 7e tome, bien évidemment, vous vous en doutez, Lisbeth Salander, je vais y arriver, et Michael, alors attendez, parce que son nom là, Michael alors, Blomqvist, voilà, je vais déjà avoir du mal, qui vont reprendre du service, donc chacun de leur côté, on peut dire ça comme ça, vu que Lisbeth Salander va malheureusement devoir s'occuper de sa nièce Svala, voilà, qui est la fille de son demi-frère. Malheureusement, Svala va avoir quelques petits ennuis. Sa mère va disparaître. Elle va être un peu élevée par sa grand-mère. Malheureusement, sa grand-mère va décéder. Et Svala va se retrouver seule. Donc, les services sociaux vont contacter Lisbeth pour qu'elle puisse s'occuper de sa nièce. Sauf que Lisbeth va se rendre compte que sa nièce lui cache certaines choses, certaines choses très déplaisantes. Donc elle va essayer de l'aider autant qu'elle peut. Et on va suivre aussi donc Michael, qui ne fait plus partie du journal Millennium, qui va aller rejoindre sa fille à Gazkaz, donc qui est une ville minière. Sa fille qui va se marier avec un élu municipal qui a comme projet donc pour sa ville de construire un champ d'éoliennes, mais pour cela il faut qu'il détruise une partie de la forêt de la ville de Gaskaz. Voilà, ce qui ne plaît pas à plusieurs personnes qui vivent encore pas loin de la forêt, qui ne veulent pas de ces éoliennes.
Mais on va dire qu'il va être un peu obligé, voilà, parce qu'il y a 3 groupes qui sont sur le projet, en fait, par rapport à ces éoliennes. Et il y a surtout une personne qui veut le monopole sur ce fameux projet. Mais le beau-fils de Michael est un peu tiraillé parce que bah, ce n'est pas lui qui prend la décision finale, bien évidemment. C'est, je pense, le maire hein, qui doit prendre cette décision finale. Lui, il est sur le projet, mais il le veut essayer de bien faire les choses. Donc, en fait, il y a 3 entreprises sur ce projet. Et en fait, la personne qui veut l'intégralité du projet va tout simplement menacer donc le beau-fils de Michael. Et il va tout simplement menacer ses proches. Donc, le beau-fils de Michael va essayer de se sortir de ce pétrin, ce qui ne va pas être évident. Et on va vite comprendre que Svala et la personne qui veut le projet en entier ont quelque chose en commun. Voilà, tout simplement. Et donc on va suivre ces 2 affaires différentes qui vont à un moment donné finir par se rejoindre. Donc bien évidemment on va retrouver donc notre fameuse Lisbeth Salander que j'ai vraiment beaucoup aimée dans ce livre. On ne voit pas beaucoup Michael. Voilà, dans ce livre, j'aurais aimé le voir un petit peu plus. Même s'ils font équipe, ils font équipe quand même séparément. En fait, chacun de leur côté. Et ils essayent de démêler tout ça parce qu'ils comprennent que ce projet d'éolienne, c'est vraiment fort politique. Et ils vont tout simplement essayer bah, de démêler tout ça. Hein. Michael de son côté avec son beau-fils et puis Lisbeth avec sa nièce Svala. Ça a été une bonne histoire. J'ai beaucoup aimé la plume de l'autrice, qui a une très belle plume qui se lit vraiment facilement. Le côté écologique est bien présent. Voilà. Après, moi, je trouve que ce livre-là peut se lire comme un one-shot. Parce que la fin, bon, bah voilà, elle est là, la fin, elle arrive, et puis ça présage pas forcément une suite. Enfin, en tout cas, moi, j'ai trouvé pour ma part. Donc, je lirai sûrement le deuxième, hein, parce que ce livre va faire partie d'une trilogie, vu que l'autrice va écrire donc là, elle a écrit le Millennium 7, mais elle va écrire le 8 et le 9. Voilà. Mais je trouve que ce livre peut se lire comme un one-shot. Enfin, en tout cas pour ma part. Hein. Donc, si vous avez envie de lire ce tome 7, n'hésitez pas parce que moi j'ai bien aimé quand même. Il y a eu des bonnes choses dedans et puis bah, les personnages de Lisbeth et de Michael sont vraiment super. J'étais vraiment très très contente de les retrouver. Voilà. Donc Millennium 7, je vais y arriver. La fille dans les serres de l'aigle de Karine Smirnov. Donc voilà pour mon bilan lecture. Donc j'espère qu'il vous aura plu. Pour la prochaine vidéo, ça sera un book haul. Un nouveau book haul, vu que j'ai encore 10 livres à vous présenter, qui se trouvent là-bas. Donc hop, les autres, là, je vais y arriver. J'arrive jamais hein, à me positionner. Là, voilà. Je ne bouge plus mon doigt. Donc, vous voyez ces livres-là, ici. Donc, c'est... Non, je bouge mon doigt. Arrête de bouger ton doigt, Justine. C'est tous les livres... Voilà, bouge plus. C'est tous les livres que j'ai encore à vous présenter. Voilà, donc il y en a une petite dizaine. Et j'en ai encore d'autres à vous présenter, vu que je fais d'autres achats. Bah, vous savez, le mois de juin, il y a plein de livres qui sont... Enfin, fin mai, début juin, il y a plein de livres qui sont sortis. Des nouveautés. Et voilà, et j'ai craqué. Et donc, voilà. Sinon, mes prochaines lectures. Donc, j'ai lu Agatha Christie, donc Le Noël d'Hercule Poirot, aux éditions Hachette Collection, que j'ai bien aimé. Ensuite, je suis en train de lire L'ombre des dieux, la confrérie du sang, le tome 1 de John Gwynne, aux éditions Léa. Je vais lire un Pier Giorgio Pulici,
Le Chant des Innocents aux éditions Galminster. Et j'ai l'intention de lire aussi donc Le Diamant d'Odessa de Kate Quinn aux éditions Hauteville. Voilà, donc voilà pour mes prochaines lectures, donc j'espère qu'elles vous plaisent. En tout cas, même si elles vous plaisent pas, bah moi elles me plaisent. Donc je vais, voilà, je vais les lire. Écoutez, je vous souhaite moi une très bonne fin de semaine et un très bon week-end. Et je vous dis donc à la prochaine pour une nouvelle vidéo qui sera un book haul. Bye bye.